D'accord. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis. J'ai l'honneur d'ouvrir la réunion numéro 370 du club francophone autour du monde. Je vous présente le club. Nous sommes une organisation qui fonctionne en but non lucratif et ici nous pratiquons la prise de parole en public à la base de la langue française. Voici, le club fait partie du système international qui s'appelle Toastmasters. Il y a plusieurs clubs partout dans le monde, dans les langues différentes. Si vous êtes membre d'un club, vous pouvez visiter en ligne ou à présentiel tous les clubs possibles. À Moscou, nous avons quelques clubs russophones, quelques clubs anglophones, un club qui parle allemand et seulement un seul club unique qui parle français. Bienvenue ce soir. Euh, Nous avons quelques règles à respecter. Durant les réunions, nous ne parlons pas ni politique, ni la vie intime, ni la religion. Et le micro est réservé à celui qui parle. Voilà, ceci dit, je vous ai présenté le club et maintenant je cherche s'il y a de nouvelles personnes parmi nous. Je vois seulement le prénom qui m'est un peu inconnu. Ah, Valérie. Valérie, vous n'êtes pas nouveau. Nous nous sommes rencontrés à Voronezh, mais peut-être que pouvez-vous présenter encore une fois pour tous ceux qui ne vous ont pas vu à Voronezh. Valérie, présentez-vous s'il vous plaît. Votre micro ne fonctionne pas. Euh, Voilà, ah, ça marche. le micro marche? Ça marche, oui. Bonsoir mes amis, ici Valérie de Voronezh. Je vous salue tous. Merci, merci. Et je vois aussi Marguerite. Marguerite, nous nous sommes rencontrés à Voronezh, mais j'aimerais vous demander Bonjour. de vous représenter. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Marguerite. J'habite à Voronezh. Je suis chanteuse et je suis enseignante de chant et de yoga de voix. J'aime beaucoup la langue française. Je suis comme fan. En anglais, je sais pas en français, fan. Euh, il y a 2 mois, j'ai visité la France. C'était mon voyage de rêve. J'ai visité Paris, Marseille et Lyon aussi. Et j'ai visité aussi Belgique, Louvain-la-Neuve. J'aimais beaucoup, beaucoup ce voyage. Et j'étais à la rencontre du club vendredi dernier à Voronezh. Et j'aimais beaucoup tous ces gens, tous les gens, tous les participants étaient très, très gentils et j'étais impressionnée par cette rencontre. Et aujourd'hui, c'est ma première rencontre en ligne. Je suis très heureuse. Bonne chance. Oups, mon micro n'a pas marché. Bienvenue parmi nous, j'ai dit. Et je vois un nouveau membre, tout nouveau membre de notre club, Adama. Adama, tu n'es pas tout à fait nouveau, mais est-ce que tu peux me dire d'où tu viens, pourquoi tu es avec nous? Merci, chère évaluatrice générale. Je suis Adama Keita. Je viens de la Côte d'Ivoire, basé plus précisément à près de 600 km de la capitale, c'est-à-dire à Korogo.
Donc, je suis Toastmaster depuis mars 2022 et je suis heureux de faire partie de ce club et j'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes. Merci Adama. Voilà, toutes les rencontres sont faites et maintenant je vous présente notre chère animatrice de cette soirée, Masha Tournaeva. Je te donne la parole. Merci beaucoup, chère présidente et évaluatrice générale. Déjà, ça fait toujours du plaisir de faire partie d'un club si international. Donc, je souhaite une très belle rencontre, non seulement aux membres, mais aussi aux invités. Vous pouvez participer à notre session des improvisations ce soir et par la suite, vous pouvez même prendre un petit rôle si vous le souhaitez pour des réunions suivantes. Et pour vous rappeler la structure, donc je vais présenter les rôles techniques de ce soir. Par la suite, comme toujours, nous avons la session des discours préparés. Nous en avons deux pour ce soir avec un format particulier parce que normalement, pour les invités, plutôt, un discours ordinaire doit durer entre 5 et 7 minutes. Cette fois-ci, c'est un peu plus long. Mais ça doit être également captivant comme toujours. Par la suite, nous avons notre session des improvisations où vous pouvez participer. Alexandre va vous expliquer les règles et nous avons évalué le déroulement de toute la réunion lors de notre troisième partie de la réunion. Et le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, en fait, moi, je suis une personne bien inquiète et je voulais vous demander, est-ce que quelqu'un a été anxieuse cette semaine? Est-ce que vous pouvez lever la main si quelque chose vous a dérangé? Ok, merci beaucoup. Ça me rassure que je ne suis pas seule. Oui, des fois, on essaye d'anticiper les problèmes, mais nous en avons créé, euh, nous en créons davantage par nos pensées peut-être, ou des fois, nous pensons trop, mais il n'y a pas d'action derrière. Donc, peut-être ce soir, nous pouvons apprendre quelques astuces ensemble, comment gérer le stress. Euh, Tout d'abord, je voudrais présenter le premier rôle technique, celui de grammairien. Aujourd'hui, c'est une grammairienne, Olga Kondratieva. Bonsoir, Olga. Le micro, Olga, s'il vous plaît. J'aime toujours parler moi-même. C'est toujours parfait. Bonsoir, chers amis. Je suis ravie d'être parmi vous. Peut-être aujourd'hui, mon regard n'est pas terrible, mais désolé, ça arrive. Ça ne me pose pas le problème. Voilà, c'est juste un peu différent plus différent que d'habitude. Mon rôle. En fait, je voudrais citer un peu les paroles de Muriel Barbery. J'ai déjà dit ça une fois, mais je ne sais pas si tout le monde les avait entendues. C'est que pour moi, le hymne pour la grammaire, Muriel disait que quand on dit une phrase ou quand on écrit, quand on entend une belle tournure, une jolie phrase, on peut la reconnaître. Mais quand on fait la grammaire, on voit cette beauté de l'intérieur. On voit comment ça s'est fait. En quelques mots, on peut dire qu'on voit cette beauté décortiquée et nue. Et je suis fan vraiment de Muriel Barbery et de cet hymne aux langues, pas que français, elle parle de toutes les langues quand même. Alors aujourd'hui, mon rôle, c'est de vous suivre et vous aider d'améliorer votre français ou votre façon de vous exprimer. En même temps, j'aimerais bien d'entendre des belles phrases, des jolies tournures pour les noter et les répéter, que tout le monde pourrait les servir après.
Voilà, c'est tout. Merci. Parfait. Merci, Olga. Est-ce que vous pourriez présenter le mot du jour, s'il vous plaît? Ah oui, pardon, merci. Le plus important, pourquoi je suis là ici? Alors, il y a une tournure, une phrase française, c'est pas terrible, qui, à un moment donné, m'a beaucoup. J'avais fait beaucoup de confusion avec cette phrase parce que quand on dit oh, c'est pas terrible ce spectacle et que c'était vraiment, la présentation était vraiment nulle, je ne peux pas comprendre pourquoi les gens disaient ça. Et seulement après, au fil du temps, on m'a expliqué que c'est pas terrible. En fait, c'est une chose terrible quand on dit ça. Il ne faut pas confondre ça avec c'est pas mal. Quand on dit c'est pas mal, en fait, c'est vraiment quelque chose de bien, qui vous fait plaisir. Et peut-être c'est pas très génial, mais quand même, ça, c'était pas mauvais du tout. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien de vous demander d'utiliser ces deux phrases. C'est pas terrible, comme mon œil aujourd'hui, ou c'est pas mal quand même que je suis avec vous et j'ai trouvé de motivation pour prendre le rôle de grand-mère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est tout. Merci pour Merci, la Macha. présentation de votre rôle. C'était pas mal du tout, je trouve. Parfait. Malgré tous les soucis, nous retrouvons toujours en bonne humeur chaque vendredi. Le rôle suivant, c'est le rôle de chronométreur. Et aujourd'hui, c'est Irina Vesipkova. Irina, bonsoir. Bonsoir, Macha. Bonsoir, tout le monde. Irina, est-ce que tu te sens anxieuse des fois avant la réunion de Tour du Mont ou lors de la réunion autour du Mont? Est-ce que ça t'arrive d'avoir ce genre de stress? Ah, merci, Macha, pour cette question. Je suis très inquiète aussi et j'ai une méthode pour moi-même pour gérer le stress. Euh, j'ai deux options. Vraiment, je préfère prendre une petite randonnée autour de mon quartier avant de prendre la décision. Et pendant ce mouvement, j'ai une opportunité à réfléchir un peu et après, je prends la décision. Par exemple, si je dois faire ça. Et la deuxième option, c'est aspirer. Aspirer profondément et un peu réfléchir. Et voilà, le résultat est très, très bien. Parfait, merci pour tes astuces et je te laisse la scène pour présenter le rôle. Merci. Et maintenant, à mon rôle, aujourd'hui, je suis votre chronométreuse et maintenant, je viens de ma maison d'été, Dacia, en russe, et j'ai apporté quelques récoltes. C'est pourquoi j'ai quelques objets à vous démontrer pour les signaux qui, euh, qui doit être vert, jaune et rouge. Voilà. Pour le chenal vert, c'est zucchini ou courgette. Voilà, c'est le chenal vert. Euh, un bouquet de fleurs jaunes, c'est le chenal jaune. Voilà. Et un peu de cerise pour vous, c'est le chenal rouge. Voilà mon récolte. Alors, chaque rôle est limité par des limites temporelles. Des rôles techniques doivent parler d'une minute à 2 minutes. Des évaluateurs et des évaluatrices doivent être dans des limites de 2 à 3 minutes. Et aujourd'hui, nous avons les discours très très longs. Le limite des discours, c'est 20 minutes maximum.
soyez attentifs aux signaux. Et en ce qui concerne la session d'improvisation, chaque participant est limité par 2 minutes. Voilà. Et je redonne la parole à Macha. Parfait, merci pour l'explication. J'espère que la prochaine fois, au lieu d'aller à Voronezh et Tchibouxaré, on va visiter votre maison à la campagne pour notre réunion de tour du monde. On ne sait jamais. Très bien, Bienvenue. merci. Par la suite, je voudrais donner la parole à notre compteur des hésitations de ce soir, Adam Keita. Monsieur Keita, bonsoir, bonjour. Bonsoir, Macha, comment ça va? Je vais bien, merci. Dites-moi, s'il vous plaît, comment vous gérez les situations stressantes? En cas de stress, je me éloigne un peu. Je cherche à quitter un lieu pour me rendre peut-être dans un lieu où il y a plus de musique, prendre un peu de café ou me concentrer sur la lecture, méditer assez pour éviter de m'emballer. Voici comment Je, j'ai. Parfait. Je prends note de tout ça parce qu'à la fin, je vais récapituler pour tout le monde comment gérer le stress. Je vais peut-être imprimer cette feuille pour vraiment utiliser ce type d'astuce. À vous de présenter votre rôle, s'il vous plaît. Mon rôle à moi ce soir, j'ai l'honneur de camper le rôle de compteur des hésitations. Au cours de nos sessions de formation, le compteur des hésitations veille à ce que nous puissions avoir et garder la fluidité langagière. Veille à ce qu'il y ait moins de trébuchements, moins de répétitions, moins de propos contradictoires dans une même phrase. Je dirais par exemple, au-delà de nos tics, quand je dis je voudrais citer, on a répété le mot voudrais. Quand on dit je peux reconnaître, je peux la reconnaître, donc il y a des répétitions. Quand on dit je suis là, ici, donc les deux termes là, ici ne facilitent pas la fluidité langagière. Donc, mon rôle, c'est de veiller au respect de la fluidité langagière. Parler de façon très fluide, sans trébuchement, sans répétition, sans silence prolongé et inutile. Merci. Oui, merci beaucoup. J'avoue que mon discours n'est pas terrible. Je vais essayer de me contrôler sans trop hésiter. Par la suite, oui, désolée, Madame chronométreuse, je crois que on a commencé notre réunion avec déjà un peu de dépassage de temps et les 20h20 heure de Moscou, mais nous commençons notre session des discours préparés et la première oratrice, c'est Anastasia Grебeniuk. Anastasia, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Super. Anastasia, je crois que nous sommes assez inquiètes comme personne avec toi. Est-ce que tu ne trouves pas que nous nous ressemblons dans cet aspect? Oh oui, je suis toujours inquiète et je suis dans le stress 24 heures par 24. Tu as des astuces de ton côté? Comment tu essaies de gérer le stress? Alors, j'ai commencé à prendre l'antidépresseur naturel. Je suis contre les choses chimiques, donc c'est quelque chose comme les vitamines et j'ai commencé à dormir mieux. D'accord. Donc, sommeil et vitamines, donc, très Ouais. bien. C'est noté, merci. Donc, Anastasia va prononcer un discours intitulé Mémoire collective et individuelle. C'est un projet du 4e niveau, projet 1, session questions-réponses du parcours planification innovante. Et l'objectif de ce projet est de mener et pratiquer la session questions-réponses. Anastasia Grебeniuk, Mémoire collective et individuelle. Merci beaucoup, chère Macha. Alors, je vais partager mon écran et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon.
D'accord. Donc, je vais gérer un souci technique. Comment euh, montrer? Alors, OK. Donc, euh, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire assez personnelle qui est liée avec l'histoire de mon pays. Notamment, parmi les membres et les invités du Club de Tour du Mont, il y a beaucoup de gens du monde entier. Et c'est pourquoi j'espère que ça sera intéressant pour vous afin que vous saurez plus de l'histoire de la Russie. Donc aujourd'hui, je vais parler pendant 15 à 20 minutes et d'abord, je vais vous présenter mon discours et puis nous aurons la session questions-réponses. Et aussi, durant la session questions-réponses, je vous invite de ne pas traiter les sujets politiques parce que aujourd'hui, je vais parler que de l'histoire. Donc, je vous demande pour respecter les règles de Tour du Mont et de Toastmaster, parler que d'histoire et ne pas donner votre relation ou commentaire sur la politique. Voilà. Et maintenant, je vais présenter mon histoire. Il y a quelques jours, avec notre chère équipe de Tour du Mont, on est rentré de la ville de Voronezh. La ville de Voronezh se trouve presque à 500 km au sud de Moscou. Et notre voyage était magnifique parce que notre chère Irina Vesipkova a organisé tout parfaitement. On a vu beaucoup de curiosités et même on a organisé la réunion de Tour du Mont là. Mais outre cela, ce voyage était remarquable pour moi parce que ça m'a permis de rentrer vers mes racines. Le fait est que dans la région de Voronezh est née ma grand-mère. Maintenant, je vais vous montrer en fait où elle est née. Quelques soucis techniques avec les photos ici quand je montre l'écran. Donc, vous voyez cette marque rouge sur le plan. Donc, vous voyez la ville de Voronezh et vous voyez également un endroit qui s'appelle village Danilo. Le village Danilo se trouve à 170 km au sud-est de Voronezh. Donc, c'est le village natal de ma grand-mère. Et maintenant, elle habite dans la région de Moscou. Ça fait très, très longtemps. Elle a quitté la région de Voronezh. Donc, elle a quitté quand elle avait 18 ans. Puis, elle est allée à Kazakhstan pour travailler. C'était l'époque de l'URSS. Et là, elle a raconté son futur mari, mon grand-père. Et depuis ses 18 ans, elle n'habite plus dans la région de Voronezh. Mais quand même, c'est sa région natale. Et comme vous savez, cette année, on a fêté 90 ans de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai décidé de parler avec ma grand-mère et lui poser une seule question. Est-ce que tu te souviens de cette journée-là, 9 mai 1945? Et ma grand-mère m'a dit que non, parce que à l'époque, malgré le fait qu'elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, elle était très très petite. Elle n'avait que 3 ans et demi. Donc exactement cette journée-là, le 9 mai, elle ne s'en souvient pas. Mais elle m'a dit une chose qui m'a bouleversée parce que le premier souvenir de son enfance et en fait de sa vie, c'était le bombardement des nazis qui ont commencé à bombarder les positions de l'armée rouge, de l'armée soviétique, et c'était juste à côté du village de Danilo. Et quand le bombardement a commencé, les petits enfants tombaient par terre et ils voyaient voyaient des avions avec des croix fascistes et voyaient toute l'horreur qui a eu lieu dans cette zone-là.
Et en fait, si vous savez un peu d'histoire de la Russie et de l'URSS, quand la Seconde Guerre mondiale pour l'URSS a commencé non en 1939, mais en 1941, le 22 juin. En juin, en 1941, les événements s'est passé plutôt autour de Moscou parce que les nazis ont eu envie de conquérir Moscou. Les événements de Seconde Guerre mondiale ont commencé le plus sévère à la région de Voronezh vers 1942, donc un an plus tard. Et ici, sur ce plan, vous voyez la ligne du front pour le mois de mai 1942, juillet, août et novembre. Et en automne 1942, la ligne de front était juste 10 km du village d'Anilo, du village natal de ma grand-mère. Et la situation était très, très dure. Et mon arrière-grand-père, donc le père de ma grand-mère, il était mobilisé tout de suite en 1941 et elle n'a jamais vu sa fille, sa petite fille, ma grand-mère, parce que ma grand-mère est née en septembre 1941. Donc, mon arrière-grand-père était déjà à l'armée. Et mon arrière-grand-père, il avait 4 enfants et sa femme qui s'appelait Nadejda, mon arrière-grand-mère. Et mon arrière-grand-père écrivait toujours des lettres à Nadejda et il écrivait que la situation c'était un cauchemar, que les nazis s'approchaient et il écrivait évacuez-vous de ce village parce que ça devient trop dangereux. Laissez la maison, laisser les animaux et seulement prendre les enfants et va en Sibérie, va dans les régions d'Ural, n'importe où, mais évacuer de la région de Voronezh parce que la scène de guerre se déroulait juste là. Mais c'est étonnant ce que ma grand-mère dit. Mon arrière-grand-mère n'est pas évacuée. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont pris la décision de rester à Danilo parce que tout était là, la maison, les vaches et tout ça. Donc pour elle, c'était pas évident qu'elle doit quitter, prendre les enfants et s'évacuer. Mais les lettres n'étaient pas... ça n'a pas duré longtemps parce que malheureusement, mon arrière-grand-père est péri le 8 décembre 1942 en bataille de Stalingrad. Durant cette bataille, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes mobilisés du village d'Anilo ont péri parce que c'était une des batailles les plus fortes de l'histoire et c'était vraiment la période où le destin de l'Europe se déroulait. Donc, à la fin, l'URSS a gagné cette bataille, mais le nombre de victimes était quelques millions de personnes, y compris malheureusement mon grand-père. Et ma grand-mère, elle dit que après la guerre, quand elle était petite, elle avait par exemple 8 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, quand elle grandissait dans le village de Danilo, toute la génération n'existait pas. Donc, il n'avait que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Seulement une fille de cet village avait son père vivant et les autres non. Mais les femmes
s'occuper des enfants toutes seules. Elles ont beaucoup travaillé et mon arrière-grand-mère a grandi 4 enfants après la guerre toute seule, y compris ma grand-mère qui était le 4e enfant. Elle était la plus petite. Et ma grand-mère a dit encore une chose à propos des événements de guerre, encore un souvenir. C'était déjà en 1945, c'était pas le 9 mai parce que le 9 mai, ma grand-mère ne se souvient pas, mais c'était mai, juin, c'était l'été de 1945 quand la guerre est finie. Et les soldats russes, les soldats soviétiques rentraient de l'Europe en Russie et passaient par la région de Voronezh et passaient par le village de Danilo. Et c'était la joie totale, c'était l'enthousiasme, c'était la fête, malgré les pertes gigantesques, malgré le fait que l'URSS a perdu 27 millions de personnes. C'était la fête avec des larmes aux yeux parce que enfin l'URSS a gagné la Seconde Guerre mondiale et s'est protégé de l'invasion. Et ma grand-mère, ça se souvient des fleurs, des soldats. Il y avait des soldats qui dormaient dans la maison de ma grand-mère. Et elle était très, très petite. Elle avait 3 ans et demi. Mais ce souvenir était un des souvenirs les plus heureux de sa vie. Heureusement, j'ai déjà dit que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de village de Danilo ont péri, mais heureusement, aucune femme, aucun enfant, aucune personne âgée n'est péri à Danilo durant la Seconde Guerre mondiale parce que Danilo n'était pas occupé par les nazis. Le front s'est arrêté à 10 km de Danilo et heureusement, personne n'est mort durant les bombardements. Aucune maison n'était pas détruite. Donc, les autres se sont survécus. Et à la fin, je montrerai vous une photo de mon arrière-grand-père. C'est par votre main droite, cette personne qui est sur cette photo et il a pour toujours 37 ans. Cette photo a été prise en 1942. Moi, sur mon téléphone portable, j'ai un dossier qui s'appelle Mémoire. Et je garde cette photo dans ce dossier. Et quand je me sens triste, quand je me sens mal à l'aise ou quand j'ai mauvaise humeur, j'ouvre cette photo et je regarde mon arrière-grand-père. Je comprends à ce moment que j'ai pas le droit d'être triste parce que c'est lui qui a donné tout pour que je sois libre, pour que je sois heureux, pour que je puisse vivre. Parce que c'est le fait historique déjà connu que Hitler avait envie de conquérir et détruire beaucoup de nations, y compris juifs et les Slaves, qu'il considérait entre guillemets comme les nations inférieures. Donc, si mon arrière-grand-père ne participait pas à la guerre avec toute la nation, avec tous les autres, je n'aurais présenté ce discours aujourd'hui devant vous. Donc, ça, je me souviens et ça, je garde comme ma mémoire individuelle. Je le garderai jusqu'à la fin de ma vie et ça fait partie de notre mémoire collective et aussi de mémoire de la région de Voronezh. Et maintenant, j'espère qu'on a un peu de temps pour la question-session-réponse. Je serai heureuse de partager un peu de mon histoire avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci. Nastia, Oui. quel est le prénom de ton grand-père?
Oui, c'est la chose la plus importante. Le prénom, c'est Ivan Bistrikov. Ivan Ivanovich Bistrikov. Voilà. Et c'est qui t'a raconté cette histoire de ton grand arrière-père, arrière-grand-père? C'était ma grand-mère. Et en fait, l'histoire de sa vie et sa mort, on la connaissait parce que avec ma mère, on a étudié beaucoup d'archives et on a trouvé à la fin où il est péri, quelle date c'était. On a des sites spéciaux en Russie. Donc, on a sauvé parce que on a connaissé cette histoire. Voilà. Si possible, moi je veux savoir, est-ce que dans le village de Danilo, il y a encore des traces du passage de ses arrière-parents? Est-ce que dans le village, on sent que, oui, ils habitaient ici précisément? Beaucoup de choses ont changé et beaucoup de gens sont partis du village de Danielo à Voronezh et à Moscou. Donc, mais maintenant, la population est 600 habitants. Donc, il y a quand même des amis de ma grand-mère qui habitent là et une amie, je ne sais pas si elle est vivante ou pas, mais ça fait un an, ma grand-mère a parlé avec elle et elle est restée à Danielo pour toute la vie. Est-ce que vous avez encore des questions? Peut-être pour quelqu'un, il est intéressant de savoir quelque chose en plus. Quand tu racontes ton histoire, qu'est-ce que ça te fait vivre intérieurement? Tu nous as parlé un peu de la gratitude que tu avais vis-à-vis de ton arrière-grand-père. Toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Pour moi, c'est aussi l'histoire du moral, parce que moi, j'aime beaucoup l'histoire, mais je ne peux pas même imaginer ce que les gens ont vécu il y a 80 ans. Donc, pour moi, c'est l'histoire de n'être pas triste, de continuer à lutter. Si j'ai quelques problèmes, je pense que je peux résoudre tous les problèmes parce que je vois cette histoire de ces gens-là qui ont eu beaucoup plus de problèmes que moi à l'époque. Bonsoir Nastia. J'aimerais savoir où est-ce que vous avez trouvé toutes les preuves du passage de ton grand-père pendant la guerre dans ces différentes villes? D'abord, c'était des lettres qu'il écrivait de 1941 jusqu'en 1942. Et puis, les lettres sont arrêtées. C'est parce qu'il était mort. Il a péri durant la bataille. Et puis, on a trouvé en Russie un site spécial, site internet, qui s'appelle, je ne me souviens pas le nom de ce site, mais c'est le site de la mémoire collective. Tous les participants de la Seconde Guerre mondiale qui étaient à l'armée russe, soviétique à l'époque. Et on a écrit son nom et prénom et la date de naissance, c'était 1905. Et on a reçu toute l'information de cette personne et on a compris que c'était notre grand-père et arrière-grand-père parce que il y avait l'information qui était de village de Danilo, région de Voronezh, donc c'était exactement lui. Et comme ça, on a compris son destin. Parce que après la Seconde Guerre mondiale, mon arrière-grand-mère ne comprenait pas
à 100% qu'il était mort parce qu'il n'a pas reçu cette lettre spéciale à cause de chaos qui était autour de Stalingrad parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de morts. Et il était enterré dans un tombe collective avec les autres personnes. C'est pourquoi il ne savait pas à l'époque, il a juste disparu et c'est tout. Merci. Très émouvant. Emmanuel, tu as une question? Oui, j'ai une question. Merci Nastia pour cette histoire enrichissante et très originale. Quand on parle d'histoire, très souvent, on se l'imagine, on se fait des images. Et j'aimerais savoir, est-ce que dans ces moments d'histoire, est-ce qu'il y en a certains que tu aurais voulu euh, expérimenter, vivre ou vivre? Alors, je ne veux pas expérimenter la Seconde Guerre mondiale, c'est sûr. Mais euh, je ne sais pas, je voudrais juste utiliser les astuces peut-être que les gens de cette époque utilisaient parce que quand je lis les mémoires, les matériels dans les musées, j'adore les musées consacrés à la Seconde Guerre mondiale et les livres et tout ça et les films, je comprends que les gens avaient beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, on a tous en dépression, on a faible, nous sommes paresseux et tout ça, blablabla. Et quand on regarde des films, par exemple, j'ai regardé il y a quelques mois le film consacré à la bataille de Moscou en 1941 et c'était le film qui était filmé à l'époque, donc c'était le film de 1941. Et les gens, quand ils savaient que les nazis ont attaqué le RSS, ils n'étaient pas tristes du tout. Ils étaient en enthousiasme. On va battre, on va montrer, nous sommes forts. Et moi, normalement, c'est une émotion bizarre parce que si vous êtes attaqué ou si la guerre commence, c'est l'horreur, il faut pleurer et tout ça. Non, il ne pleurait jamais. Il était fort et avec enthousiasme, avec cette joie, voilà, donc c'était incroyable. Et pour moi, c'est un exemple comment gérer les difficultés. Voilà. Merci Nastia. Je pense que le temps est écoulé parce que je vois quelques... C'est quoi, Irina, ça? Cerise! Ah, cerise! Je vois quelque chose de très, très bon et mangeable, mais je n'ai pas reconnu les cerises. Donc, les cerises me montrent que c'est fini. Donc, je vous remercie, chers amis, pour ce discours. Je dirais encore une fois que pour moi, c'est l'honneur de présenter mon histoire parce que j'avais peur quand je préparais. C'est hyper sérieux. C'est l'histoire, c'est ma famille, c'est mon pays. Mais j'espère que j'ai réussi et voilà, j'espère. Et pour moi, c'est aussi bien que c'est lié à Voronezh parce que notre mémoire de Voronezh est assez frais. C'était il y a une semaine. Donc, merci beaucoup et je redonne la parole à notre chère animatrice. Oui, beaucoup d'applaudissements pour Nastasia parce que cette histoire est bien profonde, personnelle et touchante, je crois. Et bien sûr, maintenant, nous n'avons pas le droit de dire que nous sommes inquiets, il y a beaucoup de problèmes autour. Tout est comparatif, tout est relatif. Chacun a ses problèmes à lui, bien sûr. Et il faut juste garder les souvenirs peut-être pour ne pas répéter les mêmes fautes. Le second plutôt discours de notre réunion d'aujourd'hui, c'est le discours de Sylvina Calas. Sylvina, bonsoir. Bonsoir. Sylvina, est-ce qu'il y a des personnes qui
t'aide à gérer le stress dans ton entourage? Est-ce que tu as ce type de personnes qui peuvent te soutenir au moment du besoin? Je ne sais pas. Il y a des fois, après le stress, quand je raconte l'histoire à des gens, j'obtiens du soutien, mais je n'ai pas vraiment l'habitude de le demander au moment où je suis stressée. D'accord, très Mais bien. oui, j'ai des amis, la famille qui me soutient moralement quand je leur parle de ce qui me stresse. Chacun a son approche personnelle, je comprends, pas de souci. Très bien. Donc, le discours de Sylvina de ce soir s'appelle Le client content. C'est le projet du niveau 4, faire passer son message avec humour, du parcours humour engageant. Et l'objectif de ce projet est que le membre s'entraîne à élaborer et présenter un discours en format long, empreint d'humour. Sylvina Calas, le client content. Chers Toastmasters, chers invités, bienvenue à notre conférence sur l'expérience client. Aujourd'hui, je voudrais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez lever la main si, en tant que client, vous avez déjà expérimenté des services tellement mauvais que vous avez voulu simplement les quitter? Oui, je vois pas mal de mains levées. Je suis pas vraiment surprise de voir que je ne suis pas la seule dans cette situation. Eh bien, notre objectif ce soir est d'apprendre des techniques pour garder le client content. Donc, nous allons voir quelques exemples de choses à faire et à ne pas faire pour que notre client reste bien content. Donc, pour commencer, je propose de faire une petite comparaison entre deux opérateurs de téléphone Internet que j'ai pu expérimenter moi-même. Donc, prenons un premier opérateur. Il est assez cher, mais quand on les contacte pour faire installer l'Internet et le téléphone fixe, ils mettent entre 7 et 10 jours à faire l'installation. Ensuite, le service est de très bonne qualité, peut-être quelques petites interruptions de connexion au moment où ils font des travaux dans le quartier. Avec ce service, j'étais plutôt contente. Un autre opérateur que j'ai utilisé, c'est le moins cher du service. Quand on s'installe et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on cherche à avoir des services pas trop chers. L'installation a pris à peu près 3 mois. La première fois que le technicien est venu pour installer, il n'avait pas apporté le matériel qu'il faut et a blâmé l'appartement qui n'était pas équipé comme il aurait fallu. La deuxième fois, il a réussi l'installation. Ensuite, le mois suivant, on me dit « Vous devez être chez vous parce qu'on va devoir venir pour faire des travaux. » Je suis là toute la journée alors que je devais être au travail. Personne ne vient. Et en fin de compte, j'apprends qu'ils ont fait les travaux dans la rue, qu'ils n'avaient pas du tout besoin de venir à l'appartement. Une fois de temps en temps, le service s'interrompt. Et là, ça ne redémarre rarement au bout de 10-15 minutes. Donc, je ne sais pas vous, mais je ne suis pas très, très contente avec ce service. Donc, selon moi, et je pense que vous serez d'accord, d'après la question du début, avoir un bon service, c'est déjà la première méthode pour que le client soit content. Quand tout fonctionne bien, le client est content. Quand les choses ne font pas comme il faut, comme le client les attend parce que ça se passe, alors il aura tendance à être mécontent. Ok, essayons d'avoir le meilleur service possible. Mais vous allez me dire, c'est pas possible d'être 100% parfait tout le temps. Il y a toujours des situations où ce n'est pas possible d'avoir un service de qualité première. Prenons d'autres exemples pour illustrer ça. Par
Par exemple, on va regarder plusieurs compagnies aériennes qui opèrent des vols internationaux quand il neige. Première compagnie aérienne. Le vol est retardé parce qu'il faut déneiger les ailes de l'avion avant le décollage. Alors que nous soyons clairs, je ne me plains pas que l'on assure notre sécurité. Je ne veux pas que l'avion décolle pour s'écraser parce qu'il ne sera pas en bonne condition pour voler dans le fond. Donc, retardons l'avion et atterrissons, c'est mieux. La première compagnie, arrivée à l'aéroport pour la correspondance, fait l'annonce suivante. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs correspondances courtes que nous allons assurer. S'il vous plaît, laissez sortir en priorité les gens pour les vols vers ces destinations. Et, chers passagers, allez directement à votre avion, il va vous attendre. C'est pas mal comme service, hein? Le client est content. La correspondance est assurée, on va pouvoir arriver à destination à l'heure. Prenons un deuxième exemple. Pareil, l'avion est retardé parce qu'il neige. L'embarquement prend beaucoup de temps. Ensuite, l'avion va dans une longue file pour le dégivrage. Ensuite, arrivé à l'aéroport de correspondance, on va garer l'avion le plus loin possible du terminal, où il faudra prendre un bus pendant 15 minutes pour arriver au terminal. Arrivé là, on nous dit « Non, non, c'est trop tard pour votre avion. Allez au service client, là-bas, et on vous donnera un nouveau billet d'avion. » Bon, vous imaginez bien qu'un jour de neige dans un gros aéroport, il n'y avait pas que mon avion qui était en retard, donc il a fallu attendre 1 heure pour pouvoir parler à un agent. On nous dit ensuite, alors nous pouvons vous proposer cette option. Dans 4 heures, il y aura un vol qui vous amènera à un autre aéroport, où vous pourrez attendre 4 heures pour avoir un vol qui vous amènera à votre destination où vous arriverez ce soir. Et nous sommes désolés de cette situation. Voici un boucher pour pouvoir vous acheter un sandwich à l'aéroport en attendant la correspondance. Voilà, je sais pas vous, pour moi, c'est pas terrible, terrible. Troisième exemple. Le voyage le plus épique. J'arrive 1 heure à l'avance à l'aéroport dans le nord de la Norvège. Il fait beau. On n'aurait pas envie de partir et de rentrer chez soi. Et là, 1 demi-heure après, donc 1 demi-heure avant le vol, c'est la tempête de neige. Alors, fort heureusement, ça se passe dans le nord. L'aéroport est équipé. Ce n'est pas, par exemple, à Paris ou à Marseille où il faudrait fermer l'aéroport pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de neige. Donc, le vol va bien avoir lieu, mais avec un peu de retard. Retard qui correspond exactement à la durée de la correspondance. Lorsque l'avion atterrit et va au terminal, on doit croiser l'autre avion qui part pour rentrer chez moi. Donc, on nous invite à aller au service client où on nous propose cette option. Donc, nous pouvons vous envoyer dans un vol vers Londres et ensuite, de Londres à Bruxelles, vous arriverez tard le soir chez vous. Et la seule option possible pour arriver aujourd'hui, sinon il y a des vols seulement le lendemain. Bon, bah, allons-y demain. Moi, personnellement, j'ai une réunion au bureau, je ne peux pas me permettre de rester plus longtemps ici. Donc, on court pour aller au nouvel avion qui doit bientôt partir. On embarque, l'avion quitte la porte d'embarquement et quelques minutes après, il s'arrête sur le tarmac. On se demande ce qui se passe. Et au bout d'un moment, le capitaine fait l'annonce suivante. Oui, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas décoller immédiatement parce qu'on vient de nous prévenir qu'il y a du plastique dans le moteur de l'avion. Donc, il va falloir qu'on aille faire inspecter tout ça. Et que nous soyons clairs, je préfère que l'avion ait du retard que de s'écraser parce que le moteur exploserait en vol. Donc, prenez le temps qu'il faut pour résoudre ce problème et partons une fois que ce sera su. Donc, nous arrivons plus tard à l'aéroport de Londres, disons 45 bonnes minutes avant le vol
vers la maison. C'est un très grand aéroport, il faut se repérer pour trouver le bon endroit. Et après 15 minutes de marche, le premier contrôle de sécurité. Nous montrons nos billets et on nous dit « Ah non, 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 c'est trop tard, vous ne pouvez plus avoir ce vol parce qu'il est trop loin, c'est trop tard. » Ce qu'on va faire pour vous, c'est qu'on va vous donner un voucher pour un bus pour aller à l'hôtel près de l'aéroport. Un voucher pour la nuit à l'hôtel, un voucher pour le dîner à l'hôtel, un voucher pour le petit déjeuner à l'hôtel et un voucher pour le bus pour revenir à l'aéroport le lendemain. Oh, et une petite mallette de kit de survie parce que vous n'allez pas récupérer votre valise ce soir. Ouais, bon, c'est pas terrible, mais on va faire avec. Ouais, c'est toujours mieux que de dormir dans le terminal. Et c'est en arrivant à l'hôtel que j'ai vraiment pris conscience à quel point cette compagnie aérienne a l'habitude de ne pas assurer le service aux clients. Parce que l'hôtel avait deux réceptions. D'un côté, la réception pour les clients individuels, et de l'autre côté, la réception spéciale compagnie aérienne, où il y avait une longue file d'attente. Donc, une fois arrivée dans la chambre, j'ai pu me reposer quelques petites heures avant de devoir me lever très tôt pour aller prendre le premier vol le lendemain matin. Croyez-le pas, le vol est parti à l'heure. On arrive à l'aéroport, à la maison, j'attends pour récupérer ma valise, et là, encore une surprise. La valise arrive sur le tapis, abîmée. Donc, je ne pense pas que mes affaires soient trop abîmées, mais la valise de 20 kilos, je vais être obligée de la porter pour rentrer chez moi avant de courir à ma réunion du boulot. Bon, c'est pas terrible tout ça, encore une fois. À votre avis, maintenant que j'ai présenté ces différentes compagnies aériennes, quelle est la pire? Est-ce qu'il y en a une avec laquelle on se dit on ne va jamais, plus jamais voyager? Première, la deuxième, la troisième? La troisième. Ouais. Je pense aussi que c'était le plus catastrophique, problème après problème. Mais peut-être qu'avant de prendre une décision définitive, ce qu'on peut faire, c'est demander une compensation. Parce qu'il me semble qu'en tant que passager, on a droit à une compensation quand il y a des problèmes. Essayons. Donc la première compagnie qui a assuré la correspondance, aucun problème. Nickel. Deuxième compagnie qui m'a permis d'arriver tard le soir à la destination. Je vais sur le site internet pour remplir le formulaire et on me répond « Ah non, vous n'avez pas le droit à une compensation parce que c'est pas notre faute si le vol a été annulé, c'est à cause de l'aéroport. » Et je dis « Mais attendez, l'embarquement était en retard aussi, c'est pas la faute de l'aéroport si vous n'avez pas embarqué les passagers dans l'avion à l'heure. » « Ah non, non, madame, vous n'avez pas le droit à une compensation parce que cet avion a été classifié comme en retard à cause de l'aéroport. Et puis, vous devriez être contente d'être arrivée à destination le jour même parce qu'il y a des gens qui ont dû dormir à l'aéroport. » Ah, ah, d'accord, c'est noté, merci. Passons à la dernière compagnie aérienne et ses vols catastrophiques et le lendemain et la valise annulée, abîmée, pardon. Donc là, je vais devoir remplir deux questionnaires, deux formulaires. D'abord, un à la compagnie aérienne avec laquelle j'ai fait la réservation pour demander le remboursement. Alors, ils vont me répondre au bout de 48 heures un message d'excuse me promettant un remboursement standard d'ici la fin de la semaine. Wow. Ensuite, le deuxième formulaire pour la valise abîmée qui est envoyé à la compagnie aérienne du dernier vol, qui vont me répondre un peu plus tard que oui, nous allons vous renvoyer une nouvelle valise aux mêmes dimensions d'ici la fin du mois. Ah oui, c'est
C'est impressionnant, c'est plutôt pas mal, oui, comme vous dites. Alors maintenant, à votre avis, s'il y a une compagnie avec laquelle on ne va plus voyager, c'est laquelle? La plus chère. Et je n'ai même pas parlé des prix. Non, moi je pense que la compagnie qui me dit vous devriez être content d'être arrivé en retard, moi personnellement, je n'ai pas très envie de voyager avec eux. Alors qu'au départ, je pensais oui, mais la dernière, c'était tellement catastrophique, je vais plus retourner avec eux. Mais la façon dont ils ont répondu à ma plainte m'a fait changer d'avis. Alors, peut-être que le service client, c'est quelque chose d'important. Si notre service n'est pas bon, on peut peut-être changer les choses et faire changer le client d'avis en faisant bien les choses. Comme on dit souvent, un bon client fidèle est un client qui se plaint. Pourquoi? Parce qu'un client qui est mécontent, mais pas intéressé, il va simplement partir chez un autre opérateur sans rien dire et il ne vous recommandera pas à ses proches. Alors que le client qui est plus intéressé par le fait d'améliorer la relation, de trouver une meilleure fin à cette situation pas terrible, il va vous faire savoir qu'il est mécontent. Et là, si on fait bien, si on prend bien soin de la réclamation, alors on peut faire changer notre client mécontent en un client content. Il va continuer à utiliser les services et les recommander. Bon, alors, peut-être reprenons un autre exemple. Si la façon de gérer la plainte est importante et peut faire changer la donne. Vous avez parlé de cet opérateur téléphonique pas terrible. J'ai eu une occasion de contacter leur service client. Donc, c'était quand j'ai déménagé d'un appartement à un autre. Je les avais contactés pour organiser le déménagement ou l'installation de l'Internet dans le nouvel appartement. C'était prévu le samedi entre 8h et 12h. Et puis, on était là à 12h30, toujours pas de technicien pour installer l'Internet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de leur téléphoner pour voir ce qui se passe et s'il est en retard et tout ça. Allons-y. Chers clients, tous nos opérateurs sont actuellement en ligne. Nous nous occuperons de vous dès que possible. Chers clients, je vais vous passer les 15 prochaines minutes pour pas que nous restions trop tard. Allô, comment puis-je vous aider? Ah, bonjour monsieur, j'appelle parce que j'attends un technicien aujourd'hui pour l'installation de l'Internet dans mon nouvel appartement. Ah, laissez-moi vérifier. Ah, madame, non, non, vous vous trompez, hein, l'installation, elle n'est pas prévue aujourd'hui, hein, elle est prévue dans 3 jours. Quoi? Comment ça? Mais moi, j'ai l'email de confirmation qui me dit que l'installation est prévue aujourd'hui. Ah, non, ben moi, dans mes dossiers, c'est prévu dans 3 jours, mais ce que je peux faire, c'est que je vous fais passer au service technique et peut-être que eux, ils pourront vous arranger quelque chose aujourd'hui. Ok, d'accord. Tous nos opérateurs sont actuellement en ligne. 5 minutes plus tard. Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Bonjour monsieur, j'appelle parce que j'attendais un technicien aujourd'hui pour l'installation de l'Internet et il n'est pas venu. Laissez-moi vérifier. Ah non, il semblerait que votre installation soit prévue dans 3 jours. Mais monsieur, moi j'ai l'email de confirmation qui dit que c'était prévu aujourd'hui. Ah non, non, je vous confirme que c'est dans 3 jours, vous vous trompez. Mais moi je suis là à vous attendre, j'ai besoin de l'Internet. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un?
Ah non, non, nous avons personne de disponible aujourd'hui, mais si la date que vous avez prévue dans 3 jours ne vous convient pas, je peux vous passer au service commercial et vous pourrez prendre un autre rendez-vous. Oui, faites donc. Allô, madame, comment puis-je vous aider? Oui, monsieur, c'est par rapport à l'installation de l'Internet dans mon appartement qui était prévue aujourd'hui et le technicien ne vient pas parce que vous avez une autre date. Oui, madame, c'est exact, le rendez-vous est prévu dans 3 jours. Oui, alors en fait, je pense que nous allons annuler ce rendez-vous et je vais mettre un terme à mon abonnement chez vous dès aujourd'hui parce que apparemment j'ai fait une erreur, celle de venir utiliser vos services. Merci, au revoir. Encore une fois, le service, la gestion de la plainte a un impact peut-être encore plus important que le problème de départ. Donc, encore une fois, traitez un bon client qui se plaint avec respect. Si le client prend le temps de se plaindre, il n'a pas tort. C'est important pour lui, ça doit l'être pour vous si vous voulez le garder. Montrez un petit peu d'empathie. Essayez de proposer une solution ou une compensation quand c'est possible. Je vois que j'arrive à la limite du temps, mais avant de conclure, je voulais vous proposer un petit exercice d'application. Je vais vous mettre dans une situation et vous demander comment est-ce que vous allez réagir. Un client vous téléphone pour vous dire que son paquet très important qui contient des médicaments est en retard et qu'il a besoin qu'il soit livré le plus vite possible. Comment allez-vous répondre? J'ai 3 propositions. Numéro 1. Ah non, monsieur, ce n'est pas notre faute. Et vous n'avez pas pris d'assurance, donc nous ne pouvons pas vous compenser. Option numéro 2. Au cher client, je m'excuse pour la gêne occasionnée. Je comprends l'importance de cet envoi pour vous. Je vais immédiatement contacter nos opérations pour arranger une livraison le plus vite possible. Ou option numéro 3. Nous livrerons votre paquet dans les prochains jours. Je vous donne maintenant le lien pour le formulaire pour faire une demande de compensation qui sera ensuite analysée pour voir si elle est recevable ou non. Merci. Alors, Numéro à 2. votre avis? Numéro 2. Oui, très bien. Nous avons quelqu'un qui va garder son client content. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à notre conférence sur l'expérience client aujourd'hui. Nous avons pu voir plusieurs principes de base pour garder le client content. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, et retenez les points principaux pour avoir un client content. Un bon service est la chose la plus simple à faire, et en cas de problème qui pourrait rendre le service pas terrible à l'œil du client, alors assurer une excellente gestion des plaintes pour que ce client mécontent redevienne un client très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher coach Sylvain Calas, pour ce webinaire sur le service client et pour ce discours humoristique, captivant et réaliste. Dans plusieurs cas, j'ai vu les réactions du public. Ça nous a déjà arrivé. Beaucoup de choses que vous avez mentionnées, ça se passait dans notre vie aussi, peut-être dans le même aéroport même. Très bien. Donc, désormais, nous passons vers la session des improvisations qui va être animée par Alexandre Ujanov. Alexandre, vous êtes ici. Oui, mademoiselle animatrice de la soirée. Très Dans bien. notre presse, je suis prêt à commencer. D'accord, très bien. Juste une petite question. Est-ce que vous vous sentez anxieux quand vous êtes en retard pour votre avion ou pour le train? Je ne suis jamais en retard pour mon avion, ou plutôt mon train.
Je suis un peu anxieux quand mes amis qui voyagent avec nous en Voronezh sont en retard. Peut-être peuvent être en retard, euh, mais je contrôle ça. Vous avez honte espagnole pour eux. Vous Oui. n'avez pas honte pour vous, mais pour eux plutôt. Peut-être honte espagnole, c'est quoi? Je vais vous expliquer plus tard. Sur la messagerie, s'il vous plaît. Très bien, avec plaisir. À vous la parole. Alors, mes amis, comme vous avez deviné, aujourd'hui, nous avons session des improvisations au sujet de la gestion de stress. Vous voyez mon écran? J'ai préparé quelques situations au sujet de gestion de la stress. J'ai fait mon mieux de ne pas répéter ce que Macha nous a proposé car ils ne sont pas très habitués, mes questions. Mais euh, plutôt, ils sont peut-être un peu intéressants, même pas terribles, pas mal, je pense pas mal. Et je voudrais vous rappeler les règles. Vous avez de 30 secondes, après je donne la parole à quelqu'un de vous. Vous avez 30 secondes pour réfléchir, puis vous devez commencer à faire l'improvisation, un discours structuré si possible. Et il doit durer de 1 à 2 minutes. Et je vous encourage à utiliser mot du jour, pas terrible, pas mal. Et à la fin de la réunion, on va voir qui sera gagnant ou gagnant de la session. À l'heure, on commence. Qui veut être le premier ou la première? Toastmaster Adama, nous avons besoin de quelqu'un expérimenté. D'accord. Alors, Je suis là. voilà, vous voyez, méditer ou courir 100 km. Quelle méthode vous semble plus efficace contre le stress et pourquoi? Merci, cher Topic Master. Pour moi, la méditation me paraît efficace. À travers la méditation, je passe en revue dans mon esprit ce qui m'angoisse, ce qui peut être source de ce stress, qu'est-ce qui peut avoir provoqué ce stress. Et je me remémore des lectures, des films déjà vus, des situations déjà vécues ou entendues pour savoir comment je peux surmonter ce moment de stress. Donc, seul avec ma conscience, dans l'imaginaire, j'essaie de revivre et de trouver solution à ce problème de stress. Pour me résumer, la méditation pour moi est un moyen très efficace pour contenir le stress et réfléchir à comment sortir de ce stress sans toutefois perturber la santé mentale. Merci beaucoup, Toastmaster Adama, pour ce début de notre improvisation. Et je voudrais... Oh, Sylvina, c'est applaudissement ou c'est la main levée? Ah non, non, j'ai déjà trop parlé ce soir. Ok. En ce cas, peut-être Emmanuel? Emmanuel, pour toi. Ok, je vais tenter. On ami dit, je travaille mieux sous pression. Que lui répondez-vous? Mon ami me dit qu'il travaille mieux sous pression. Je le comprends parce que s'il n'y a pas la pression derrière lui, tout de suite, ses idées vont se pencher vers d'autres activités, c'est-à-dire le divertissement ou aller s'amuser avec ses amis. Lorsque nous avons la pression, nous sommes mieux concentrés sur les tâches que nous devons faire et nous sentons beaucoup plus d'engagement parce que
cela, le travail que nous sommes en train de faire, nous demande de le réaliser avec une touche de responsabilité. Mais est-ce que c'est possible de travailler sans qu'il y ait la pression? Je pense que c'est difficile de travailler sans pression à la condition qu'il y ait une chose qui nous pousse à travailler, c'est la motivation. Donc, s'il n'y a pas de pression, il est important qu'il y ait une autre source qui nous oblige à travailler, et je pense que cette source-là est la motivation. On préférera donc la motivation parce que avec la pression, on peut tomber dans le stress, et en étant stressé, on peut se livrer à l'alcool, à la cigarette et à plein de choses qui sont nuisibles pour la santé. Donc, je dis oui à la motivation et non au stress. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Non, stress, oui, à motivation. Et qui voudrait être la suivante ou le suivant? Peut-être Valérie? Qu'est-ce que vous en pensez? Excusez-moi, s'il vous plaît, mes chers amis, il existe un problème. Pendant 10 ans, je n'ai pas le contact direct avec les porteurs de la langue française. Et c'est pourquoi je voudrais vous demander quelques réunions pour adapter de votre format. Votre format est très intéressant pour moi, mais il existe ces problèmes. C'est pourquoi je dois prendre quel temps pour adaptation. Pas de problème, quand vous voulez. Vous pouvez écouter, mais dans quelques réunions, euh, soyez prêts pour participer. OK? D'accord? Je vous remercie pour votre Merci. compréhension. En ce cas, Macha, pour toi, Moi? oui, pour toi, tu dois être, parce que c'est très difficile, mais c'est pour les personnes très expérimentées. Si vous deviez expliquer le stress en extraterrestre, comment le décrivez-vous, le stress, en expliquant à extraterrestre? Quand je suis venue en France pour la première fois, je me sentais une extraterrestre. Parce qu'en fait, la langue n'est pas utile quand tu es débutant ou débutante. Tu t'exprimes avec la gestuelle, tout simplement. Déjà, pour trouver une langue en commun, il faut trouver des moyens. Et mon moyen était la gestuelle. Donc, je vais expliquer peut-être avec mes émotions. C'est sûr que les robots, pour l'instant, ils sont pas si émotionnels que les êtres humains. Mais on ne sait jamais, ça pourrait venir. Mais en ce moment, un grand avantage d'être humain que, en fait, nous sommes sensibles. Nous sommes des fois trop empathiques peut-être. Avec ce type d'émotion, déjà, quand je vais voir les extraterrestres qui viennent vers moi, c'est déjà le stress que je vais ressentir. Donc peut-être ils vont aussi être choqués parce que la première expression de mon visage qu'ils ont vu, c'était pas du tout la même chose. Alors que quand je vois un extraterrestre, ça m'a quand même choqué. Ils vont voir tout le spectre de mes émotions. Et en tant que professeur, ça va être mon plaisir d'expliquer non seulement notre langue, notre monde, mais aussi nos ressentis, nos sentiments. Et le stress fait partie de cet arc-en-ciel de la richesse de notre planète. Donc, c'est pas facile à expliquer, mais je veux faire de mon mieux pour que ça soit pas mal. Merci. Merci, Macha, pour l'improvisation.
Et pour l'imposition suivante, j'ai besoin d'un vrai artiste, c'est-à-dire Marguerite va participer, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. Oh, voilà. Stress au travail contre stress en amour. Lequel est plus facile à gérer pour vous et lequel vous apprend le plus? Mhm. Ok, je pense que stress en amour est plus difficile à gérer que le stress au travail parce que stress en amour est connecté avec nos relations et ça donne, je pense que ça donne plus d'émotions du spectre différentes émotions. Et ce qui concerne du travail, je pense que c'est pas trop difficile de trouver la racine de ce stress. Peut-être tu travailles mm, beaucoup, tu travailles trop beaucoup ou tu as quelques problèmes avec ton boss ou quelque chose, mais je pense en ce qui concerne le stress en amour, tu as besoin de thérapie avec ton psychothérapeute, je pense, parce que quand nous commençons à bavarder avec nos amis à propos de stress en amour, ils peuvent faire des conseils, mais ces conseils souvent ne sont pas très objectifs euh, et lequel vous apprend le plus. Euh, Je ne comprends pas cette phrase, lequel vous apprend le plus. Si c'est lequel je préfère, je pense que je préfère stress au travail que stress en amour parce que c'est plus facile pour moi. Ok, j'ai fini. Merci beaucoup, chère Marguerite. Et Irina vous a montré les fleurs comme remerciement pour l'improvisation. Et maintenant, Fanta. Oui, Fanta, Oui, pour avec plaisir, toi, Nacha. parce que tu as quelque chose d'intéressant en arrière-plan, aloe vera, c'est quelque chose qu'on peut cuisiner. C'est pourquoi l'improvisation suivante pour toi. Gérer son stress, c'est comme... Faire la cuisine. oui, euh, Certains préfèrent suivre une recette, méthode structurée, d'autres improviser, lâcher prise. Et vous? Mais c'est très intéressant, hein? Je pense que moi, je serais beaucoup plus en matière de gérer le stress à lâcher prise. Pourquoi lâcher prise? Mais parce que déjà, le stress que l'on reçoit, s'il vient d'autres personnes, ça va être difficile de pouvoir agir sur eux. Quelquefois, on va faire comme ça, on va plutôt lâcher prise, ça permettra de, à la limite un peu, on pourrait devoir soulever le couvercle et laisser la vapeur s'échapper. Donc, avoir moins de pression. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il faudrait lâcher prise? Ça permet de prendre le temps de réfléchir, de se calmer et de voir les choses autrement. Parce que quand on va à l'affrontement, finalement, personne ne réussit, hein. On reste calé sur ses vues, ce que l'on pense, et c'est pas terrible finalement. Alors que ce serait vraiment pas mal de pouvoir de temps en temps improviser, de temps en temps pouvoir gérer le stress en soulevant juste un peu le couvercle de la marmite et puis laisser partir la vapeur. Je crois que si je dois choisir, effectivement, je vais improviser, faire le lâcher prise. merci. Merci.
Merci beaucoup, cher Fanta et Cocombre, pour ton cuisine montrée par Irina. Et puis, les fleurs, comme toujours. Merci pour ça. Et maintenant, qui veut être le suivant ou la suivante? Volontiers au bénévole. Sinon, bénévole, Lise-Marie. Lise-Marie, êtes-vous prête? Oui, merci. Voilà. Si Si on- on organise... OK, vas-y. Vous pouvez aussi, oui, votre improvisation. Et si on organisait une fête de stress? Non. Si on organisait une fête du stress, quel serait le programme? Si j'organisais une fête pour mettre les gens stressés, je pense que j'utiliserais tout ce qui pourrait faire peur, tout ce qui pourrait surgir, un peu comme une maison hantée, où c'est que tout, on est dans le noir et on marche de façon insécure. Et soudainement, il va y avoir une espèce de squelette ou un monstre qui va apparaître. On a des cris, on a vraiment toutes sortes de stimulations. Ça peut être des odeurs, ça peut être des plumes qui nous passent dans le visage, les planchers qui sont instables, euh, des monstres qui apparaissent soudainement. Je pense que j'inventerais une maison hantée pour faire que les gens puissent vivre l'état de stress. Mais dans le final, par exemple, une fois sortis de la maison, les gens pourraient se relaxer en disant, ben, ça a été juste une période. Comme c'est souvent le cas quand on est stressé, c'est juste une période. Sur ce, je remets la parole. Merci. Merci beaucoup, chère Lise-Marie. Mes amis, est-ce que nous avons du temps? Le temps, euh, j'ai trois présentations, hein, mais c'est déjà beaucoup de temps écoulé. Peut-être la dernière? La dernière pour Elena Marina. Avant de commencer parole comme évaluatrice générale, il faut Avec plaisir, Sacha. en- Je suis là, entraîner un peu. toute prête. Voilà, vous, tu peux lire. Cette super-héros, votre pouvoir est de transformer le stress en quoi? Comment l'utiliseriez-vous? Ah, je dois dire que le sujet de stress est assez compliqué. Ça m'a fait beaucoup réfléchir durant cette réunion. Euh, et j'ai pensé, en fait, j'étais beaucoup touchée par la première question que tu as posée, et c'est en relation avec la mienne, qu'est-ce que je pourrais choisir? Euh, Courir ou faire quelque chose d'autre, ou méditer pour gérer mon stress. Et j'ai pensé que, en fait, c'est une très bonne méthode de courir et de faire de sport. Ça fonctionne pour moi parfaitement. Et je pense que si j'étais un super-héros avec le pouvoir de transformer le stress en quoi que ce soit, je l'aurais transformé en énergie sportive pour être capable de faire plus. Parce qu'il s'avère quand je fais du sport, souvent ça m'apporte du bonheur, mais ce n'est pas toujours bien pour ma santé. Voilà, je dois toujours trouver la route très fine pour passer entre deux. Du coup, pour moi, ce serait peut-être la meilleure option d'avoir les forces et de pouvoir m'entraîner et de me débarrasser de toutes les situations stressantes. Voilà, je vois une courgette. Cher Sacha, la parole est à toi. Merci beaucoup, chère Elena. Peut-être la dernière pour Olga, parce qu'il n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui. Oui, si vous permettez, mes amis.
Oui, Olga n'est pas contre la dernière courte improvisation pour Olga. Jamais. Allez. Parce que l'illustration m'a plu beaucoup. Si vous deviez écrire une lettre à votre stress, que lui diriez-vous dans votre lettre? Si je dois écrire une lettre à mon stress, je crois que c'est une des meilleures méthodes pour convaincre votre stress. Pour moi, peut-être c'est ça. Je pourrais lui dire qu'il me stresse toujours et que j'aimerais bien lui écrire tous les points qui me stressent et que c'est à lui maintenant de prendre soin de ce point-là et quand il sera occupé, il va oublier de me faire stresser et je finalement serai relaxée et penser aux autres choses. En fait, il y a un très bon livre pour les enfants. J'ai oublié l'auteur maintenant, mais ce sont des petits livres et chaque livre est consacré à un sentiment ou à une émotion. Il y a une madame bavarde, il y a un monsieur heureux, il y a un monsieur malheureux et il y a par exemple un monsieur rigolo et il y avait un monsieur qui était toujours inquiet. Et c'est comme ça, quand on lui a proposé d'écrire toutes ces raisons pourquoi il était inquiet, et à la fin, son consultant lui a dit, voilà, maintenant c'est à moi de prendre soin de vos inquiétudes. Et c'est pour la première fois dans sa vie, il est dormi tranquillement, mais au bout de quelques jours, il est venu voir son consultant en lui disant qu'il est stressé quand même. Il est inquiet parce qu'il n'a plus de raison pour être inquiet. Merci, Sacha. Merci beaucoup, chère Olga. Avec ça, on va clôturer la session. Pas de temps pour rappeler les participants. Vous pourriez les trouver sous le lien ci-dessus pour voter. Et maintenant, je redonne la parole à notre chère animatrice Macha. Merci beaucoup pour cette session des improvisations. Nous avons appris davantage de conseils comment gérer le stress avec ce choix. Chers membres, chers invités, n'hésitez pas à voter pour la meilleure improvisation. Et désormais, nous passons vers la session des évaluations. Et notre évaluatrice générale de ce soir est Elena Mariana. Donc, Elena, bonsoir. Rebonsoir. D'accord. Elena, juste une petite question. Si vous avez un choix entre bouger en cas de stress ou vous éloigner des problèmes comme Elena et Adama, ou vous préférerez plutôt vous préférerez vous installer, méditer tranquillement, quel choix vous feriez dans la situation de stress? C'était un peu le sujet de mes improvisations. Je pense que au moment du stress, me calmer ne m'aide pas trop parce que je me sens attachée, ligotée. Ça ne m'aide pas. Je pense que je dois bouger et le sport est une meilleure option. Maintenant, nous avons confirmé que c'est bien pour vous le sport. Après la session des improvisations, il fallait juste récapituler ce que vous avez dit. Merci, à vous la parole. Merci, Macha. Chers amis, je vais passer à mes fonctions d'évaluatrice générale, mais avant de donner mon rapport, je vais vous présenter petit à petit, personne par personne, mon chère équipe des évaluateurs. Voilà, la première personne que j'invite au micro, c'est Lise-Marie pour faire l'évaluation du discours d'Anastasia. Chère Lise-Marie, à toi la parole. Merci beaucoup. Donc, Anastasia, félicitations pour ton discours. Un discours très touchant, très émouvant.
très inspirant aussi. Ce que je retiens le plus, c'est l'effet de l'histoire de ta famille qu'a sur toi. Le fait que c'est comme si leur vie te donne la force et l'enthousiasme de vivre ta propre vie puis de passer à travers les épreuves que tu peux rencontrer dans ta vie. Donc, félicitations, puis merci beaucoup pour ton partage. Au niveau de la préparation, ben, on voit que tu t'es préparé, que tu as pris le temps de mettre tes idées en ordre, d'aller chercher une ligne directrice aussi. Ton diapositive nous a permis de mettre des images au fur et à mesure sur ton discours. C'était très enrichissant. Au niveau de ton contenu, comme je disais, ben, c'est vraiment un contenu qu'on sent que tu possèdes dans tes tripes, hein. C'est ton histoire, tes racines. En même temps, ben, autant que c'est personnel, autant que c'est historique aussi, ça nous a permis de voir l'ampleur de ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale dans ta famille, puis l'ampleur de qu'est-ce que c'est une guerre. Au niveau du but de ton discours, qui était question-réponse, ben, tu as réussi à mettre en place le contenu intéressant, motivant pour qu'on puisse te poser des questions, que tu as répondu avec spontanéité. On sentait aussi à un moment donné la force qui se dégage de ton histoire personnelle et familiale. J'ai aimé aussi ton introduction. Tu as vraiment pris le temps de mettre un cadre qui respecte le cadre de Toastmasters, c'est-à-dire qu'on reste dans l'histoire et non pas dans la politique, surtout qu'on sait que la politique est très présente dans notre temps. Donc, ça nous a vraiment permis d'encadrer. Donc, tu as su gérer ton discours et la période questions-réponses. Au niveau du cadre de ton discours, ben, moi, j'ai vu que tu avais établi une ligne directrice entre tes racines, ton historique, puis que tu as ramené jusqu'à ton histoire personnelle, jusqu'à toi. Donc, partir, c'est ça, du collectif aussi, dans le sens que c'était pas juste tes grands-parents qui étaient en guerre, mais vraiment toute ton histoire, dans le fond. Ensuite, au niveau de ta voix, ben moi, j'ai senti qu'au début, ben, elle était un petit peu plus hésitante, mais quand tu as répondu aux questions, là, tu étais vraiment dans tes souliers. On sentait que tu étais spontané et enthousiaste, et au niveau émotif, on ressentait plus là, ton ressenti. Puis ta conclusion, ben, nous a permis de ramener tout, même jusqu'à la semaine passée, quand que vous avez visité ton village d'origine. Donc, un excellent discours. Au niveau des améliorations, ben, peut-être prendre plus le temps de respirer, de te donner plus le temps c'est ça, de gérer un petit peu plus le stress en te donnant des pauses. Mais au niveau, on comprenait très bien ce que tu voulais dire. Oh, je suis rendue aux cerises. Donc, merci beaucoup pour ton partage, un excellent discours, puis je t'envoie ça par écrit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lise-Marie, pour l'évaluation si attentionnée, détaillée. Ça va être très utile, Anastasia, j'en suis persuadée. Et j'invite la deuxième personne, j'invite en fait Emmanuel, comme vous, pour faire l'évaluation du discours de Sylvina. Emmanuel, à toi la parole. Merci, Elena. Sylvina, nous avons pris beaucoup de plaisir à assister à votre discours aujourd'hui. Vous vous êtes lancé un vrai défi, celui de nous faire rire tout en nous livrant un message fort sur un long format. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez su captiver votre auditoire. Pour la suite de mon évaluation, je vais aborder d'abord les points forts,
ensuite les pistes d'amélioration et je terminerai par une petite conclusion. Sylvina, votre contenu était dense et concret. Vous avez su captiver notre attention avec des anecdotes vécues dans lesquelles beaucoup parmi nous ont su se reconnaître. Vous avez utilisé des expériences réelles qui rendent vos propos crédibles et authentiques. Sylvina, votre humour est toujours doux, est toujours subtil, jamais forcé. Il émerge naturellement des situations absurdes ou frustrantes que vous avez décrites. Une partie qui m'a particulièrement fait rire, c'est lorsque vous êtes allé vous plaindre. Vous êtes arrivé au bureau des plaignants. Monsieur, je suis venu me plaindre parce que je ne suis pas satisfaite du service que j'ai reçu. Alors, madame, vous êtes arrivée en retard. Vous devriez être contente d'arriver en retard parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas arrivés le même jour. Cette partie-là m'a fait vraiment rire. Votre message aussi était clair. Vous avez partagé des expériences qui seront utiles à d'autres personnes. La structure de votre discours était bien construite et ceci est un point fort. Comme piste d'amélioration, votre discours a un peu dépassé le temps imparti. J'aurais arrêté mon discours, si j'étais vous, dès que le signal rouge est sorti et je n'aurais pas posé de questions. Mais toutefois, la question que vous avez posée dans le rouge a été utile pour tous. Comme encore plus d'amélioration, j'ai noté la voix, le rythme et l'articulation que vous avez utilisés pendant les moments amusants. Vous auriez pu changer un peu le ton de votre voix, le rythme ou l'articulation pour qu'on puisse ressentir les moments qui devraient être amusants ou rigolos. Pour conclure, je dirais que l'humour est particulièrement efficace pour briser les barrières à la compréhension et vous avez su nous faire comprendre les bons comportements à adopter en cas de conflit. Ce que j'ai pu noter, c'est un client fidèle est un client qui se plaint toujours. Merci de votre attention. Merci Emmanuel pour une bonne évaluation. D'accord, on passe à la personne suivante, à notre chère Olga, en tant que grammairienne de ce soir. Olga, qu'est-ce que tu as à nous dire? Oh, tout d'abord, je suis en stress. J'étais stressée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fautes, pas de travail. Mais en fait, comme je ne suis pas locuteur natif, je ne me sens pas vraiment très à l'aise à mon rôle. Mais quand même, je pourrais dire que voilà, pour améliorer, je pourrais rappeler peut-être quelques petites règles ou faire quelques petites améliorations. Ne comptez pas vous pouvez compter ça comme des points d'hésitation. Alors, par exemple, en ce qui concerne le genre masculin, féminin, oui, c'est ma récolte, le souvenir, mais quand même, il n'y avait pas beaucoup de confusion cette fois-ci. J'ai aussi noté je crois que c'était une faute de frappe dans la présentation, la première présentation dans le autour du mot
il faut voir, c'était vraiment petite faute de frappe. Ou quand on parlait 80 ou 90, donc 80 c'est 8 0 et 90 c'est 9 0. C'est juste ça, mais je pense pas que c'était vraiment peut-être le stress avec lequel on peut confondre ces deux chiffres. Je dirais aussi, au lieu de s'évacuer, je dirais se retirer ou abandonner, par exemple. Après, il y avait une phrase avec quand les soldats revenaient. Donc, je dirais, ils sont revenus de l'Europe en Russie. Voilà. Le mot enterré, le passé composé, c'est enterré dans un tombeau. Aussi, quand on parle des choses qui pouvaient avoir lieu, auraient pu avoir lieu dans le passé, mais qui ne sont pas arrivées, on dirait, par exemple, par rapport au train, quand Alexandre aurait pu être en retard, mais il a réussi de le rattraper. Voilà, des petites choses comme ça. Mais en ce qui concerne des bonnes choses, merci beaucoup pour j'ai plein de, voilà, pour les fleurs. Et avec ça, j'ai plein de très bons exemples de la langue. Tout d'abord, je voudrais remercier Masha pour je voudrais dire pour vos discours, vos paroles très lisses, très liés l'un à l'autre. Et si vous avez noté, mes amis, c'est grâce à ces petits mots qu'on met entre les étapes différentes. Par exemple, pour commencer, par la suite, et désormais, maintenant nous passons, mais c'est tellement beau et ça change votre attitude à ce que la personne vous présente, je dirais. J'ai appris un mot nouveau. Merci Adama, c'est le mot trébuchement. Je vais essayer de les éviter avec mon stress. J'aime bien aussi des choses quand on évite les pièges. Par exemple, Anastasia, quand elle disait que personne n'est mort, mais aucune maison n'était pas détruite. Donc, elle n'a pas oublié de retirer ça et c'était vraiment bien fait. J'aime beaucoup j'aimais beaucoup la phrase « la mémoire collective » et aussi, bien sûr, des choses, et aussi, bien sûr, ce qui était déjà prononcé, un bon client fidèle, c'est celui qui se plaint toujours, ou traiter un client qui se plaint avec le respect. C'était bien fait, ou par exemple une touche de responsabilité, que c'est beau, oui, je vois, les cerises sont magnifiques, mais on ne peut pas oublier ces bonnes choses comme une touche de responsabilité. C'est l'arc-en-ciel de la richesse de notre planète. C'est vraiment les perles de la langue. Merci beaucoup pour votre participation. Et seulement le dernier message, Valérie, la façon dont vous nous avez exprimé vos excuses, c'était très bien fait. Et particulièrement, j'ai noté que c'était très vrai français. Voilà, avec ça, merci beaucoup pour votre attention. Désolée pour le retard. Merci beaucoup, chère Olga. Merci beaucoup. Donc, nous passons maintenant à la chronométrisation de ce soir exactement, au rôle qui joue aujourd'hui Irina Vysipkova. Irina, dis-nous. Ah oui, je suis là. Je suis prête à annoncer le résultat.
Voilà, notre réunion aujourd'hui nous avons commencé notre réunion aujourd'hui avec 2 minutes de retard, mais c'est pas mal. Et en général, le résumé est que c'était pas mal la réunion en général parce que il n'y a pas beaucoup de dépassements pendant la transition des rôles, mais euh, la seule session qui n'était pas, qui était dans les limites, c'est la session d'improvisation parce que tous les participants étaient très, très attentifs au sinon. Et voilà, les autres parties n'étaient pas dans les limites et je vais publier sur le chat les chiffres, les détails. Voilà. Je vous souhaite être attentif au temps temporel, aux limites temporelles et bonne chance pendant les réunions prochaines. Voilà. Merci. Merci, chère. Parole à toi, Elena. Merci, Irina. La parole est à moi et je la redonne immédiatement au compteur des hésitations en personne d'Adama Keita. Adama, à toi. Merci, chère Adamatine évaluatrice. Notre chronométreuse a sa boîte à cerise, donc je ne voudrais pas courir sur le haricot de la chronométreuse. Je vais vous partager mon rapport en commençant par ce qui n'était pas mal et après ce qui n'était pas terrible et je ferai quelques recommandations. Mais ce qui n'était pas mal, tout au long de cette session, il faut féliciter tout le monde, dans la majorité, pour un certain niveau de fluidité langagière. J'ai apprécié énormément la facilité de l'utilisation de la langue de Molière par Anastasia, par Elena, par Masha, par Olga. J'ai même par Sylvina, dans l'ensemble, même la grammairienne, dans l'ensemble, c'est pas mal. Cependant, j'ai noté quelques aspects de pas terribles. J'ai noté d'abord les tics, peut-être que c'est lié à l'Occident. Ces tics nous ramènent à répéter les mêmes mots, les mêmes expressions, donc nous poussent à la répétition des mots. Et j'ai noté, entre autres hésitations, Macha qui a dit « nous en avons créé » et qui est revenu à « nous avons créé ». Olga, je voudrais citer. Olga encore, j'aimerais bien de vous. Irina, qui a beaucoup hésité sur le mot pendant cette après qui a dit ce mouvement. Ensuite, Anastasia, qui dès le départ, de l'effet du stress, est restée bloquée et a dit montrer OK. Donc des hésitations. Sylvina a quelque part dit face à son problème, elle a dit je vais mettre un thème à mon abonnement. Sont là quelques aspects pas terribles, mais je voudrais terminer par quelques recommandations. Prenons le souffle. Essayons de mesurer le débit pour ne pas se sentir obligé de répéter l'expression ou bien rechercher le mot. Madame l'évaluatrice générale, merci. Merci, chère Adama. Que dois-je dire? C'est pas terrible, notre réunion d'aujourd'hui. Est-ce que vous me croyez vraiment? Non, je trouve que notre réunion était impeccable, C'était pas mal. nickel, au top.
beaucoup plus que pas mal pour moi, très cordial. Et je vous ai préparé un petit discours, mais je ne vais pas abuser. Je vais essayer d'être une très bonne gérante qui donne la parole à son équipe et se met en arrière parce que je tente que nous finissions à l'heure. D'accord. Et maintenant, je change mon métier pour devenir la présidente du club et je vous demande de préparer bien vos mains pour féliciter la meilleure ou le meilleur improvisateur, improvisatrice de ce soir. Il s'avère que ce prénom est une fleur et elle a une belle voix. Devinez qui c'est? Vous ne savez pas, mais moi je le sais, c'est notre chère Marguerite. Marguerite, le public a voté. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. La meilleure Je suis très improvisatrice. heureuse. Vas-y, la parole est à toi. Tu peux dire. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Allô. Voilà, ça marche, il y a le Ah, son. ok, ça marche. Et aujourd'hui, j'ai remarqué les bons moments pour moi parce que mon improvisation d'aujourd'hui m'appelait mieux que ma improvisation précédente à Voronezh. Et peut-être je fais le progrès. Donc, mon improvisation était aujourd'hui plus peut-être claire, plus calme peut-être. Et j'ai senti plus relaxante aujourd'hui. Et je suis très heureuse pour ça et merci beaucoup pour tous les participants qui ont voté pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci Marguerite. Je dis que notre réunion est close et nous pouvons parler, bavarder, mais en attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne Bon fin de week-end. semaine. Bonne soirée. Félicitations, Madame la Présidente, et toute l'équipe d'ailleurs. C'était une super réunion. On va pas dire c'était pas mal.